C'est encore moi. On a vu dans l'après-midi finalement comment faire des API qui cartonnent. On a vu comment faire une expérience utilisateur optimale. Donc tout ça, c'est très bien, mais encore faut-il qu'on puisse voir vos solutions et que les gens les trouvent, que les gens trouvent vos contenus. Donc c'est un sujet qu'on va aborder avec Virginie Clèves, qui est ici. Donc Virginie, tu es la fondatrice de Largo. Largo que tu présentes comme une micro-agence, mais avec des multi-expertises et des multi-compétences. Donc tu fais de la conception de produits, tu fais du growth marketing, tu fais du SEO et des social media. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet très ambitieux, en fait, qui est l'Internet mobile 2020. Et aujourd'hui, on va, sans dévoiler ta présentation, on va casser pas mal d'idées reçues, à commencer par l'idée reçue que Internet mobile égale application mobile. Donc accrochez-vous, aujourd'hui, on va casser les applications mobiles. Virginie, c'est à toi. Merci. Je suis ravie d'être là pour la 3e fois. La première année, j'ai parlé de produits, la 2e année de marketing acquisition. Et puis aujourd'hui, c'est peut-être avant tout de la stratégie plutôt que du marketing en réalité, ou en tout cas, c'est à la fois de la stratégie, du marketing et du produit. Donc je vous emmène dans une fusée vers 2020. Et dans ce voyage, je vais vous raconter une histoire. Alors j'espère qu'elle ne va pas trop vous endormir, parce que là, il est 17h et il y a eu quand même beaucoup de conférences qui étaient vraiment très bien et très costauds avant moi. Et cette histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire du futur de l'Internet mobile. Il y a 1 an, il s'est passé quelque chose qui n'est pas totalement passé inaperçu, mais enfin inaperçu aux yeux de la majorité. C'est que dans le monde, l'usage de l'Internet mobile a dépassé celui de l'Internet desktop. Voilà. Ça, c'est un usage mondial. En France, on n'est pas encore là, même s'il y a pas mal de sites qui aujourd'hui dépassent les 50% de trafic mobile, ce n'est pas le cas de tous. Et puis, il y a autre chose qui s'est passé là un peu plus près de nous, en mars dernier, c'est que le navigateur Android, ou du moins les accès à Internet par Android, ont dépassé les accès Internet par Windows. Quand je dis Windows, on parle du desktop, du mobile, de tout, des apps, de l'ensemble de l'écosystème. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce fameux géant Microsoft Windows, en gros l'ordinateur tel qu'on le connaît depuis le début de l'informatique, eh bien, est en train d'être détrôné par un petit carré de plastique, de verre et de métal que l'on tient dans notre poche. En France, on a atteint en août dernier ce que Google appelle le mobile moment. Le mobile moment, c'est le moment où les recherches depuis un téléphone mobile dépassent les recherches depuis un ordinateur de bureau. Alors, évidemment, ça arrive au mois d'août, donc vous pouvez vous dire, ok, c'était les vacances, donc évidemment, tout le monde est sur son smartphone, sauf que ce mobile moment, il s'est passé au mois d'août, mais que depuis, ça n'a pas vraiment reflué. Mais cette consommation depuis des mobiles, elle est quand même différente selon les secteurs. Si vous regardez, vous l'avez ici, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Est-ce que j'ai un pointeur? Non, je ne crois pas. Non, ça fait la slide d'après. Bon. Si vous regardez le retail, vous verrez qu'il n'y a que 36% d'accès par appli mobile et 19% via web mobile. C'est vraiment inférieur par rapport à ce qu'on voit dans les autres secteurs. Pourquoi ? Certains l'ont dit ce matin d'ailleurs, certains des speakers dans les conférences, c'est qu'il y a encore une frilosité, alors assez française malgré tout, mais relativement européenne, sur l'achat de biens depuis un smartphone. C'est aussi lié, et d'ailleurs c'est un peu le cœur de ce que je vais raconter aujourd'hui. Ah chouette, elle marche aussi ou je dois en avoir 2? On va essayer. Non, eh ben j'en aurai une dans chaque main. Bionique. Donc... Où est-ce que j'en étais? Oui, c'est lié donc à une frilosité sur l'achat depuis un téléphone mobile. C'est lié à une ergonomie qui est souvent pas dingo en termes d'expérience d'achat. Et puis c'est lié également au lag. Et ce temps d'attente pour charger une page sur mobile, on va s'en parler beaucoup dans les minutes qui viennent. Si vous regardez en revanche, dans le secteur de la news, alors là c'est massif. Il n'y a plus que 16% de trafic en moyenne, en tout cas aux États-Unis, en provenance du desktop. Donc ça veut dire que la news se consomme aujourd'hui très massivement sur le mobile. Là aussi, on va y revenir. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, on y reviendra également. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est une tendance de fond et qui s'accélère.
Donc être présent sur mobile, bien sûr, aujourd'hui on ne se pose même plus la question, hein, même si on rencontre encore pas mal de sites d'ailleurs qui n'ont pas de version mobile. Bon, ça commence à devenir un petit peu difficile avec 2018 qui se profile, mais enfin on en rencontre. Mais en tout cas, tout le monde est convaincu aujourd'hui que le mobile, il faut y aller et que c'est incontournable. Mais quel mobile? Quel mobile? Est-ce que c'est le site mobile, le responsive? Est-ce que c'est les applis qui coûtent si cher à développer? Ou est-ce que c'est Google Amp, apparu il y a 2 ans? Tout ça, c'est du mobile. Comment on s'y retrouve? Et est-ce qu'on va partout? Est-ce qu'on va seulement sur certains? Commençons d'abord par le site mobile. Alors aujourd'hui, souvent, il est devenu responsive. Hein. Beaucoup de gens ont tué leur version M. et sont passés à une version unique qui se resize quand vous avez un écran plus petit. Le problème, c'est que cette petite version-là, ici, eh bien, elle va charger exactement tout ce que vous avez dans votre version desktop. Ce qui veut dire que tout le poids qui est d'habitude chargé par une connexion au débit, voire fibre, eh bien, on se la prend dans une connexion 3G, voire pire. Et du coup, on se rend compte qu'aujourd'hui, en Edge, c'est pratiquement impossible de naviguer. 19 secondes. C'est le temps moyen aujourd'hui pour un internaute pour charger une page web avec une connexion 3G. Donc je ne vous dis pas, quand vous êtes en race campagne, c'est même pas la peine de penser d'Internet. Il y a une fracture d'ailleurs numérique sur le mobile qui est vraiment gigantesque. Encore pire que celle de la DSL. 19 secondes, c'est quand même l'enfer. Le problème, c'est que 53% des utilisateurs, ils vont se barrer au-delà des 3 secondes à charger la page. Ça aussi, ça vous explique pourquoi finalement, il y a assez peu de gens qui achètent des objets depuis leur téléphone portable, puisqu'en fait, ils avaient peut-être envie d'acheter, mais ils sont partis bien avant d'avoir affiché la première page du site Internet. Ensuite, on a parlé du responsive, parlons un peu de Google Amp. Je vais peut-être faire un petit sondage dans la salle. Qui ne connaît pas Google Amp? Si vous pouvez lever la main, je suis un petit peu aveuglé, lapin dans la lumière des phares. Ok, alors, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc vous avez ici, une petite vidéo qui vous explique comment ça marche. Vous êtes sur une recherche Google, vous avez ici, vous l'avez vu forcément, cette espèce de carrousel à images que vous pouvez swiper vers la droite. Et dedans, vous n'avez que des pages AMP. Faites le test depuis la race campagne, avec 1 ou 2 barres de 3G. Cliquez sur ce genre de résultats qui ont un petit éclair en bas à gauche. Et vous verrez que là, vous y arriverez à vous en sortir, à l'afficher. Même avec une connexion pourrie, vous allez arriver à afficher ces pages-là. Ça, c'est parce que ce sont des pages AMP. AMP qui veut dire Amplified Mobile Pages. En gros, c'est du bon vieux HTML des familles des années 2000, avec très très peu de JavaScript. Et puis tout le reste, il n'est plus là. Voilà. Donc tous les scripts de tracking, en veux-tu, en voilà, que toutes les directions marketing remplissent les pages, toutes ces publicités à profusion, ces effets divers et variés, ils n'y sont plus. Ce qui fait qu'on est pratiquement au temps de chargement, en tout cas le poids que l'on pouvait avoir, on va dire, dans les années 2002-2003, mais avec la richesse fonctionnelle de 2017. Bon, ça c'est très bien. Et c'est vrai que quand on est dans des connexions pas géniales, franchement, on voit la différence. D'ailleurs, en termes de consommation sur les sites qui l'ont adopté, il n'y a pas photo, on va y revenir également. Le problème, c'est qu'au niveau technique, ça vous coûte de l'argent. Pourquoi? Parce que d'abord, vous devez créer votre page web normale, et potentiellement d'ailleurs votre page mobile si vous avez en plus un site mobile. Vous devez créer une page spécifiquement pour AMP, en provenance de votre CMS. Et puis si vous avez décidé d'aller sur Facebook Instant Articles, ce qui est en gros l'équivalent mais hébergé dans l'appli Facebook, eh bien c'est plus une page que vous sortez de votre CMS, c'est 3. Donc bon, ça c'est quand même une limitation. Et si on parle des apps maintenant? Alors les apps, tout le monde en fait. Le problème, c'est qu'elles bug, pas toutes, mais presque. Donc les stores, ils sont remplis. D'ailleurs, on n'y trouve plus grand-chose. C'est l'une de ces raisons d'ailleurs qui a poussé Apple à faire un nouvel App Store qui est sorti avec la nouvelle version d'iOS 11 en octobre. C'était justement pour essayer de remettre un peu de sélection éditoriale et de faire émerger des choses intéressantes, noyées sous les millions d'apps, parfois jamais téléchargées ou presque jamais, mortes, voire mort-nées. Donc vous avez des stores qui sont remplis, vous avez des applis qui bug. Bon, et en plus ça coûte cher. Un autre phénomène qui vient
en plus, à l'intérieur de tout ça, c'est la montée de l'adblocking. L'adblocking, c'est ABP, AdBlock Plus, ce petit outil assez magique que vous installez dans votre navigateur et boum, il n'y a plus de publicité intrusive qui pop dans tous les sens et qui vous rend la lecture insupportable. Le problème, c'est que ces adblocks, c'est intéressant pour l'utilisateur, mais c'est une perte financière qui est vraiment non négligeable pour les éditeurs. Si on regarde par exemple le Figaro, on estime leur perte sur un an liée à l'adblocking à 1,43 million de dollars. Bon là, on rit plus là, c'est pas 10 balles. Pour Amazon, cet adblocking, c'est 5,5 millions de dollars. Donc on est un peu coincé. On a les coûts des applis, on a des coûts additionnels pour aller sur AMP, et en plus les applis elles bug, et en plus on a l'adblocking qui fait que soit on a une perte de performance à cause justement de moins de publicité qui s'affiche, voire une perte de revenus quand on est un site qui vit la publicité. Mais on continue. On continue avec les apps, parce que ce que tout le monde vous répète à longueur de journée, c'est que ce sont la principale source de croissance sur mobile, que les internautes veulent des apps, et qu'ils n'iront pas sur votre site mobile. Donc vous continuez à faire des applis, mais moi je dis que ce n'est pas la principale source de croissance. D'abord, ce n'est pas forcément la garantie d'une bonne expérience utilisateur. Ce petit sigle-là, on l'a tous rencontré, et il est juste insupportable. Donc même si clairement, les applis mobiles, elles se chargent un petit peu plus rapidement que les sites mobiles parce que justement, il y a plein de choses embarquées déjà dedans. Malgré tout, cette lenteur, on la ressent. Et puis, quand on vous dit que le temps passé en France, partout ailleurs d'ailleurs, se fait majoritairement sur les apps, mais on vous ment. Pourquoi on vous ment? Parce qu'on se base sur les applis mobiles qui font le plus gros de l'audience, c'est-à-dire les très grosses. Les Facebook, les Twitter, enfin toutes celles qui génèrent un engagement maximum. Et alors elles, clairement, oui, elles génèrent un temps passé monstrueux. Mais si l'on sort un petit peu des apps les plus utilisées, donc la plus utilisée des apps, c'est 91 minutes. Ensuite, les 4 après, c'est 53 minutes, donc c'est déjà beaucoup par mois. Ensuite, les 6 suivantes, c'est 32 minutes. Bon, mais ok, mais là, on a vu 11 applis. Sur les millions dont on parlait tout à l'heure. Et puis toutes les autres, en fait, c'est 7 minutes et demie par mois, c'est-à-dire moins que le web mobile. Donc il faut arrêter de penser que le mobile, c'est forcément les apps. Un autre phénomène par rapport aux apps, c'est les coûts d'acquisition, qui sont gigantesques et qui ne cessent de grossir. Là, je vous ai pris un graphique Chartboost qui vient de ce mois-ci. Le CPI, donc le coût par install moyen en France, est aujourd'hui de 1,76 €. Donc, pour acquérir un utilisateur qui va installer votre app, c'est 1,76 €. Oui, mais attention, quand vous avez pris 100 téléchargements, au bout de 30 jours, vous avez un taux de rétention, quand il n'est pas trop mal, moyen, c'est 25. Donc vous avez dépensé 1,74 € fois 100 pour, à la fin du mois, ne garder que 25 utilisateurs. C'est pas donné. Un autre point qui est quand même un problème avec les apps, c'est que on avait un espoir. On s'est dit, on va faire baisser les coûts d'acquisition, ça va être super, parce qu'on va faire de l'app indexing. Alors, qui connaît l'app indexing ou l'a installé sur son appli? Levez la main. Ok, bon, voilà. C'est pour ça que Google l'enterre, en fait, c'est parce que personne ne l'a installé. Pourtant, les promesses étaient excellentes. Vous allez récupérer le SEO de votre site internet et, au lieu de la page web, on va proposer la page à l'intérieur de votre appli si elle est installée, ou on va proposer d'installer l'appli à la place. Donc c'était super, j'ai du SEO, c'est gratuit, on me propose de m'installer des apps, ça va me générer des installations gratuites. Bon, je vais faire baisser mon coût d'installation moyen, ça va être super. Le problème, c'est qu'il y a eu un frein technique énorme à l'installation de ce truc-là, très peu de gens l'ont fait, en fait, de passer à ça. Il y avait quand même des coûts techniques d'implémentation dans les apps assez importants. Et puis, en plus, les premiers résultats ont été quand même assez mitigés. Même ceux qui l'ont fait, en fait, ont trouvé quand même que les résultats n'étaient pas à la hauteur de l'investissement. Bon, dont acte. Donc Google prend en compte les retours de ses utilisateurs, éditeurs, sites internet, et dit, ok, maintenant qu'on a Google AMP, qui est du web et qui s'affiche rapidement, eh bien, si vous avez un site mobile, une page AMP et une page dans votre appli pour un même contenu,
eh ben, c'est la page AMP qu'on affichera. Donc l'implémentation de l'app indexing, c'est Walou. Ça veut dire que définitivement, vous ne ferez pas d'acquisition gratuite via du SEO pour votre appli mobile. Bon, on peut quand même faire un tout petit peu d'SEO pour les apps, par 2 biais. Le premier, c'est l'ASO, l'App Store Optimisation, qui consiste en gros à faire quoi? À faire en sorte que votre appli, elle remonte lors de recherche dans le moteur interne des stores, qui est quand même l'un des plus gros vecteurs d'installation, d'usage en tout cas dans le store, et d'installation gratuite, ça c'est sûr. Donc l'ASO, ok, on en fait, ça génère effectivement des résultats, tout à fait certains, mais inférieurs à ceux du SEO, ça c'est certain aussi. Et puis surtout, on ne bénéficie quand même pas de l'ensemble de la recherche Google, puisque du coup, il n'y a pas d'app indexing. Et le souci, je vous l'ai dit en entrée, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont massivement mobiles. Et quand on dit mobile, chez eux, c'est plutôt les apps. Parce que justement, ils y génèrent une fidélisation extrêmement importante. Facebook, aujourd'hui, c'est simple, 87% du trafic de Facebook, c'est mobile. Donc c'est clair que si on doit avoir une stratégie Facebook, on ne s'appuie que sur les résultats et l'audience mobile. L'audience desktop, on n'y prête même pas attention. Pour Google, c'est quasiment pareil. Dans le monde, c'est 60%, donc c'est un peu moins, mais enfin, ça ne cesse d'augmenter. Vous voyez, en un an, on a pris 9 points. D'ailleurs, c'est exactement la même chose, 9 points de plus sur Facebook. On peut même se demander jusqu'où ça ira. Est-ce que Facebook va passer à 95-96% de mobile? Possible. Mais tout ce trafic qui vient des apps, de Google ou de Facebook. D'ailleurs, c'est intéressant, vous regarderez, là, Google a sorti une app il y a quelques temps, avec des fonctionnalités assez intéressantes, de recommandation d'articles, enfin voilà. On est vraiment sur du moteur de recherche enrichi. Je vous invite à regarder ça parce que ça préfigure en partie le futur de la recherche. Et tout ce trafic-là, il arrive où? Il arrive sur votre site mobile. Le site mobile qui est lent, qui met 16 secondes à s'afficher, qui ne va pas transformer du coup. Donc là, vous avez une acquisition gratuito-payante, puisque sur Facebook, ça ne vous a pas échappé. On fait pas mal de choses payantes, puis ça va peut-être même s'accélérer dans les mois et années qui viennent. Donc, on est un peu coincé avec tout ça. Et au final, on se gratte la tête. Donc c'est compliqué. J'ai un site mobile. J'ai des pages AMP, mais c'est que pour mes pages de contenu, donc ça ne peut pas être la totalité de mon site mobile. J'ai une app, ça me coûte hyper cher, et finalement, j'ai quand même des bugs, et en temps passé, j'ai du mal à arriver à obtenir de la croissance. Et je ne sais plus trop où je dois aller. Donc, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On pleure, on s'assoit dans un coin, où on dit « bon, allez, le web, c'est fini, j'arrête. Je vais faire des magasins en dur. » Non? Bon. Alors moi, j'ai une petite solution pour vous. Et cette solution, ça s'appelle POIMP. POIMP, c'est quoi? C'est AMP, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce sont des pages quasiment statiques HTML qui se chargent, je ne l'ai même pas dit en plus, en moins d'une seconde. Mais vraiment, en moins d'une seconde. Pratiquement l'instantanéité. Plus PWA, d'où POIMP. Qu'est-ce que PWA? Je me trompe entre mes deux télécommandes. PWA, ça veut dire Progressive Web Apps. Ça veut dire transformer progressivement votre site mobile en une appli, mais une appli qui marcherait à l'intérieur d'un navigateur. Ça va, je ne vous ai pas perdu, je vous sens bien silencieux. Ou alors c'est la fatigue, c'est la fin de journée. Donc, bon, d'abord, un petit peu quelques chiffres sur AMP. Je suis venue avec pas mal de chiffres pour vous aujourd'hui. D'abord, AMP, c'est 4 milliards de pages aujourd'hui. Donc, ça commence à devenir vraiment significatif. Donc, c'est des données mondes qui sont en provenance de Google. J'aurais pu mettre la source. Et c'est 25 millions de sites de par le monde. D'abord, AMP, c'est fait pour les sites de contenu, puisque c'est du statique. Par définition, à la base, on ne peut pas faire du panier d'achat, on ne peut pas faire, maintenant on peut, mais avant on ne pouvait pas faire de formulaire, enfin on ne peut pas faire de choses un peu compliquées, on ne peut pas accéder au GPS du téléphone, on ne peut pas faire tout ça. Mais c'est là pour durer. C'est là pour durer et je vais vous montrer pourquoi par les chiffres. D'abord, quelques résultats quand même. Ça se charge en moins d'une seconde et les résultats sur l'audience, ils parlent d'eux-mêmes. 60% du trafic total du site mobile du Guardian en Angleterre provient d'AMP. Ils ne sont pas fous, les gens qui ont une connexion pourrie.
Ils se disent, attends, quand il y a le petit machin, là, le petit éclair, j'arrive à charger les pages. Et puis il y a moins de pubs dedans. Ah ben, je vais cliquer là-dessus prioritairement. En plus, Google le met bien en avant, dans un beau petit carrousel avec des images. C'est quand même le seul résultat qui dispose d'images dans le moteur de recherche. Donc fatalement, l'image appelle au clic. Et l'ergonomie du carrousel pousse à la consommation des pages, puisque là, vous êtes dans un espèce de viewer d'articles sur le même sujet. Et vous pouvez naviguer dans les articles en swipant de droite à gauche. Donc fatalement, vous avez envie de voir la page de la page de la page. Et ça ne génère pas seulement du trafic, ça génère aussi de la revisite. Pourquoi ? Là, on est plutôt sur l'expérience utilisateur. Quand l'expérience est agréable, qu'il n'y a pas trop de pubs, que ça se charge rapidement, l'utilisateur, il est content. Et donc, il a tendance à revenir. Et sur Washington Post, ils ont gagné 12 points de taux de revisite sous 7 jours. Et c'est loin d'être négligeable, 12 points sur 7 jours. Ensuite, un peu des chiffres marchés sur le nombre de pages AMP qui sont aujourd'hui dans les pages de résultats Google pour les requêtes contenu. Alors je dis requêtes contenu plutôt que actu, parce que actu, ça serait trop restrictif. Par exemple, si vous cherchez météo, vous allez avoir un carrousel AMP dès qu'il y a un événement météo, genre il fait chaud, il fait froid, il neige, il y a de la canicule, donc c'est quand même souvent. Vous cherchez plein de choses comme ça, plein de mots-clés un peu génériques qui peuvent être couverts par des pages de contenu, bim, ça s'affiche. Donc voilà. Requête contenu. En France, 82% des pages de résultats sur des recherches contenues affichent aujourd'hui au moins un résultat AMP. Donc c'est quand même massif. C'est sous forme de carrousel, je vous l'ai montré tout en haut, mais c'est aussi sous forme de lien tout à fait classique. La seule différence entre un résultat normal et un résultat AMP, c'est vraiment ce petit éclair que vous verrez dans la page. Et en Angleterre, c'est plus, on est à 89%. Et aux USA, on s'approche des 90%. Voilà, 90% des pages avec une requête de contenu qui ont des résultats AMP, avec en plus un carrousel à images en haut de page. J'ai envie de dire que la messe est un peu dite. Hop. Et si on regarde le graphique de l'évolution justement de ces pages sur un an, elle est quand même faramineuse. On est passé en France de 59% des pages de résultats de Google qui affichaient au moins un résultat AMP en septembre 2016, et un an plus tard, on est à 82-83%. Donc, c'est une courbe qui est vraiment massive. Et puis derrière, c'est pas juste de la visibilité, c'est un trafic gigantesque. Alors, je vous ai amené des chiffres médias. Évidemment, c'est un secteur d'activité particulier, mais c'est le seul qui publie des chiffres officiels de trafic AMP. Donc, au moins, il faut se baser sur quelque chose qui est fiable. Et ce chiffre-là, il est fiable. Il est certifié par l'organisme qui justifie la diffusion des titres de presse. À la base, c'est un organisme pour le papier qui justifie le nombre d'exemplaires vendus. Et depuis des années, ils ont l'équivalent en Internet. Donc, c'est vraiment solide. Sur ce classement, voilà, vous retrouvez des marques que vous connaissez bien. Ah, une petite surprise quand même. On n'imaginait peut-être pas Closer aussi haut par rapport à la presse quotidienne régionale ou la radio régionale. Et ici, l'échelle est en millions de visites. Donc, le tout premier, Le Parisien, il est pratiquement à 11 millions de visites par mois en provenance de AMP. Donc, on parle quand même d'une fraction du trafic du site mobile. Alors qu'ils ont en plus une appli, un site mobile et un site desktop. 11 millions de visites. Bon. Après, évidemment, quand on arrive au bout, on est quand même à moins, mais Closer lui-même, sur une fraction de son audience mobile, génère pas loin de 4 millions, 3 millions 700 000 visites sur le mois d'août dernier en provenance des pages AMP uniquement. Et je vous ai amené des données de comparaison qui sont assez intéressantes, qui sont des données de visibilité à l'intérieur des pages. Donc en gros, chaque fois qu'un article arrive dans le carrousel ou dans l'un des liens bleus dans la page, ça compte pour de la visibilité, sachant que si on arrive dans le carrousel avec des photos, ça fait plus de points de visibilité. Et là, on voit un classement qui est assez différent, alors que c'est le même mois. Je vous remets l'autre. Non, je me suis trompée. Voilà, là on a Le Parisien, 20 minutes, France Info, Ouest France, et là on a 20 minutes Le Parisien, Ouest France, LCI. Et c'est pas du tout pareil. Pourquoi c'est pas pareil ? Là c'est la marque qui reprend le pouvoir.
Parce que dans les carousels AMP, tout en haut de la page, vous n'avez pas seulement la photo de votre article. Alors en plus, la photo, elle génère plus ou moins de taux de clic. Ça, c'est clair que l'image, c'est encore autre chose qu'un titre qui appelle au clic ou pas. Vous avez le poids de l'image, mais surtout, vous avez le poids de la marque. Et avec cette fonctionnalité, eh bien, les marques reprennent un petit peu leur place sur Google, puisqu'il y a leur logo. Et un logo, ce n'est pas du tout la même chose que d'écrire Le Parisien, Le Monde, Le Figaro, ou que sais-je. Et du coup, on voit des classements qui sont différents. Tout à l'heure, vous aviez Closer en audience, mais là, en visibilité, ils sont moindres. Ça veut dire que quand Closer a un article dans ce carrousel, il génère plus d'audience qu'un autre site, que les gens ont plus envie de cliquer. Alors, en tout cas, ceux qui sont intéressés par le people. Donc ça aussi, c'est une donnée intéressante, qui veut dire qu'au-delà de l'optimisation SEO classique, il y a toute une question d'univers de marque, de storytelling de marque, et aussi d'univers graphique, photographique, qui permet d'accélérer son audience mobile. Ensuite, je vous ai amené aussi ce graphique-là qui est assez intéressant, qui est en gros l'évolution de la visibilité dans les pages de résultats mobiles, alors AMP et pas AMP, du top 10 du secteur média ces derniers mois. Il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que sur cette liste, d'ailleurs vous verrez, il y en a 12, il y en a 2 qui ont fait le choix de ne pas aller sur AMP, les 2 plus gros, Le Monde et Le Figaro. Et on a la surprise de voir ces références tout en bas du classement. Et depuis le mois d'août, ni Le Monde ni Le Figaro ne sont dans le top 10 des médias les plus vus sur mobile. Parce qu'ils ne sont pas AMP. C'est dire l'ampleur énorme du phénomène en simplement 2 ans. Bon, j'ai beaucoup parlé de contenu, j'ai beaucoup parlé de médias. C'est l'une de mes spécialités parce que j'en viens à la base. Mais je vais vous parler de commerce maintenant, parce qu'on pourrait croire que c'est que pour le contenu, mais pas seulement. Et pour le commerce aussi, AMP est là pour durer. Là, je vous ai mis 3 requêtes. Une qui est téléphone portable, une qui est banque et une qui est Amazon. Là, on est vraiment dans l'e-commerce, les services, etc. Qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, c'est que pour ces 3 résultats, à chaque fois, on a bien un carrousel AMP qui se déclenche. Ce qui veut dire quoi qu'avec AMP, là où avant vous déployiez une stratégie de brand content, où vous aviez du mal à avoir de la visibilité, eh bien aujourd'hui, sur les requêtes qui correspondent à votre cœur de métier e-commerce, vous pouvez arriver à positionner du contenu très haut avec votre logo qui s'affiche dans la page de résultats Google. AMP résout également un problème sur mobile, qui est celui de la conversion. Bon, on l'a vu, les pages mettent un temps fou à charger, et en plus, il y a quand même une frilosité de la part des acheteurs à acheter sur un mobile, et puis là aussi, l'ergonomie est souvent franchement défaillante. Et tout ça, ça se traduit en chiffres, puisque si le mobile, c'est 47% en moyenne, là on est sur des chiffres français, c'est 47% du trafic, en revanche, ce n'est que 21% de la conversion. Bon, bah là, il y a vraiment des questions à se poser, quoi. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses à faire, que ce n'est pas juste parce que les gens ils ont peur d'acheter, c'est vraiment qu'il y a des freins bien plus importants. Et ces freins, c'est clairement l'ergo et le temps de chargement. Et AMP répond à ça, avec une fiche produit qui peut avoir un niveau d'interactivité. Alors ça, c'est un POC réalisé par Google pour montrer le niveau d'interaction que l'on peut avoir sur une fiche produit. Donc, bon, c'est assez moche et basique, mais enfin, c'est un peu fait pour ça. Donc, bon, en gros, on a à peu près tout ce qu'on peut espérer sur une fiche mobile, sur une fiche produit, sur mobile aujourd'hui. Et puis, ils ont ajouté des fonctionnalités un peu app, qu'on a vu ces dernières années, comme le menu burger. Donc, on peut arriver à avoir avec des pages AMP aujourd'hui, même en e-commerce, un niveau d'interactivité qui se rapproche franchement de ce que la majorité des gens font sur un site mobile, tout en gardant un chargement de moins d'1 seconde. Je le rappelle, contre 19. On a des premiers retours d'expérience de ça aux États-Unis, parce qu'en France, ça a quand même encore du mal à s'enclencher. Sans doute la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour vous parler de tout ça, parce que moi j'ai du mal à comprendre en fait qu'il n'y ait pas plus de Français qui prennent le train en marche. Alors bon, il y a des projets chez pas mal de gros e-commerçants. Les médias sur AMP, ils sont déjà pas mal dans le train, bien sûr, mais enfin bon, il y a des choses dans les cartons, mais je trouve que ça ne va pas vite. Donc la majorité des exemples sont US. Là ici, Ouigo, c'est un comparateur de vol. Donc c'est simple, en passant à AMP, ils ont multiplié par 10 leur vitesse de chargement. La conversion chez leurs partenaires, puisqu'ils sont comparateurs, c'est plus 95%.
La conversion, c'est plus 49%. Et le taux de clic sur leurs ads, c'est x3. Bon, alors là, on n'est plus dans le frein de j'ai peur d'acheter sur Internet. Là. On est sur je propose une ergonomie plus clean et un temps de chargement qui est très bon, et les gens ils y vont. Hein. Un autre exemple dans le e-commerce, celui de Snapdeal, 59% de commandes journalières supplémentaires en passant sur AMP. Bon, donc là aussi, on n'est plus sur un frein de j'ai peur de commander sur un mobile. Et puis 59% de trafic quotidien, en plus. Sachez que Magento est aujourd'hui compatible PWA et donc AMP. Donc, si vous avez un site sous Magento, regardez de quoi il retourne avec eux, parce que ça veut dire que vous pourriez switcher assez rapidement. AMP résout vos problèmes de web perf. Je l'ai dit beaucoup. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on l'a dit, hein, le HTML super light, très peu de JavaScript, etc. Et surtout, il y a quelque chose qu'aucun serveur de cache et aucune optimisation d'aucun développeur ne pourra vous proposer, c'est le pré-rendering. Le pré-rendering, c'est quoi? Je suis sur la page de résultats de Google, je suis en train de regarder sur quel site je vais cliquer. En arrière-plan, il précharge toutes les pages AMP. Ce qui fait qu'au moment où vous cliquez dessus, elle est déjà chargée. Donc évidemment, elle s'affiche très vite. Et cette vitesse-là, alors ça c'est sur une landing page, donc vous voyez, hop, à gauche une landing page au AMP, et à droite, la landing page normale. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste fait pour vos fiches produits, que vous pouvez faire, ou vos pages de contenu, vous pouvez faire un peu n'importe quoi finalement avec du AMP. Et quand on sait que dans le quality score de toutes les pubs, le temps de chargement, la qualité, hein, ça joue sur le prix que l'on paye à chaque clic, bon, on se dit que AMP pour les landing pages, ça peut être pas mal. Hein. Et puis il y a autre chose d'intéressant avec AMP, c'est quand on a une stratégie internationale. Ouais, parce qu'ils vous proposent gratuitement un serveur de cache partout dans le monde. Donc ça veut dire qu'au final, ce n'est pas votre base de données qui travaille pour servir la page, c'est un cache de Google. Donc votre serveur est basé en France, un client aux États-Unis clique sur une page AMP, eh bien c'est le serveur aux États-Unis, côte Est ou côte Ouest, qui va lui servir la page. Alors là, je pense que sur un site mobile responsive, hébergé en France avec un chargement depuis Los Angeles, on est largement au-delà des 19 secondes hein, sur un site mobile aujourd'hui. Donc là, vous êtes en moins de 1. Très intéressant. Si vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, sachez qu'il y a aussi d'autres prestataires aujourd'hui qui sont capables de vous proposer de l'hébergement cloud de pages AMP et que vous n'êtes pas obligé de passer par celui de Google. Bon, tout ce que je vous ai montré, c'est super. Mais on est loin de l'app mobile. Hein. J'ai pas d'icône sur l'écran d'accueil, j'ai pas d'accès au GPS, enfin, c'est un peu comme un site mobile, quoi. J'ai pas accès à la boussole, enfin, il me manque énormément de choses. Hein. Et c'est là que PWA arrive. Imaginez un site mobile en utilisant les développeurs que vous avez aujourd'hui, évidemment avec une montée en compétences. Et votre site mobile, vous lui ajouteriez un mode offline, particulièrement intéressant pour les compagnies aériennes. Hein. Je suis dans le terminal, je n'ai pas forcément d'accès. Eh ben, j'aurai quand même mon billet, tout ce qu'il y aura à scanner pour passer les contrôles. Du push notification, dont on sait que c'est le principal moyen de générer de la revisite et de l'engagement. L'ajout à l'écran d'accueil, qui est un peu le Graal pour avoir une présence. Une gestion des coupures réseau. Hein. Donc, hop, d'un coup, il n'y a plus de réseau, il attend et puis il reprend le chargement après. Vous savez bien que sur une page mobile, la plupart du temps, vous prenez le dinosaure. Hein. L'accès à la caméra, photo et vidéo, l'accès au GPS et à l'accéléromètre, la reconnaissance audio. Dis-moi où je peux trouver un bon restaurant à Lyon. Bon, c'est pas trop difficile hein, comme requête, tellement il y en a. L'accès au Bluetooth, très intéressant e-commerce avec tout ce qui est beacons. L'affichage en plein écran, hein, je ne me tape plus toute la barre du navigateur en haut, j'ai une vraie expérience immersive. Et puis, la synchronisation en arrière-plan, hein, ce qui est aussi l'un des intérêts des apps. Donc, il vous met l'interstitiel au début, il charge le contenu frais derrière, et vos articles, ils sont tout prêts au moment où vous arrivez. Eh bien, avec PWA, vous pouvez également faire ça. Et je vous montre un cas concret
À gauche, le site responsive du Financial Times. Bon, c'est un site, on va dire, un peu normal, voilà, avec un menu burger. On navigue. Il est plutôt pas mauvais d'ailleurs en webperf. Si on regarde, hein, c'est pas trop mal. Bon, enfin c'est un site mobile, quoi. Voilà. Bon, puis il y a du contenu premium, donc je suis bloquée, mais ça c'est leur truc. Et là, vous avez vu, j'ai cliqué sur une icône sur l'écran d'accueil. Bon, là j'ai un interstitiel qui me propose aussi l'appli mobile. Je suis en plein écran. Je suis affiché immédiatement. Je peux changer d'édition. Ça c'est intéressant, ça. Hop, il m'indique qu'il a téléchargé en arrière-plan les nouveaux articles, les nouveaux contenus. Je peux m'inscrire à la newsletter. Là, je suis passée sur le Financial Times Weekend. Vous avez vu la rapidité d'affichage? Quand même assez démente. Et puis, je peux avoir voilà, des templates complètement différents, avec des photos qui sont d'autant plus immersives que je n'ai pas toute la barre de navigateur. Je crois que ça en a terminé. Bon, il n'y a quand même pas photo, hein. D'un côté, on a une expérience auquel on est habitué, qui est classique, et de l'autre, on a vraiment l'impression de voir une app. Hein. D'ailleurs, si je ne vous avais pas dit que c'était une PWA, est-ce que vous l'auriez vu? Je ne suis pas sûre. Un autre truc intéressant, c'est que les apps, ça prend de la place dans le téléphone. Quand vous partez en vacances, dans un lieu super, et que vous allez prendre 100, 200, 300 photos, des vidéos, merde, j'ai plus assez de place. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller désinstaller toutes les applis trop lourdes. Et puis les applis que je n'utilise pas souvent. Est-ce que vous pensez que vous allez les réinstaller après? Je ne crois pas. Le poids, c'est un enjeu. Prendre de la place dans le téléphone, alors qu'on utilise maintenant de la vidéo HD, les photos, les choses qui prennent énormément de place, bon, bah, c'est clair que c'est un enjeu. Et en plus, les mises à jour, ça prend sur le forfait data. Eh bien, ça c'est un cas Tinder. Son appli Android, c'est 30 mégas. Sa PWA, c'est 2,8. 10 fois moins. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un lien PWA, depuis Google, depuis un mail, enfin comme un lien classique, hein? Eh bien, d'abord, je vais charger la coquille. Un peu l'équivalent de ce que quand vous téléchargez une app. Sauf que c'est une fois, et puis que c'est 10 fois moins qu'une app. D'abord, vous chargez la coquille, et ensuite, ça fonctionne comme une appli classique. Rechargement du contenu, prise en compte des mises à jour, etc. Si on regarde des résultats comme ceux de Pinterest, par rapport à leur vieille appli mobile, bon, il n'y a pas photo, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà. Et même quand on regarde les chiffres par rapport à leur application mobile, qui est quand même censée être plus rapide, ils ont quand même 5% de plus de temps passé, et ils ont quand même de l'engagement qui est supérieur, et ils font plus d'argent via les ads. Donc là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Des coûts de développement inférieurs, on n'a plus tout le problème des stores, etc. Ça commence à être pas mal. Et justement, je vous détaille tous ces autres avantages, en plus de tout ce qu'on vient de voir. D'abord, pas de download. On sait que le download, c'est un frein énorme. Hein, et c'est pour ça que les coûts par install sont si chers. C'est parce que pour arriver à faire télécharger une app à des gens, c'est très compliqué. Aux États-Unis, la majorité des gens n'en téléchargent plus aucune parce que leurs téléphones sont pleins. Ils n'ont plus de place. En France, on obtient encore 7 à 10 téléchargements en moyenne par an. Voilà. Mais jusqu'à quand? C'est ça la question. Ensuite, avec PWA, vous avez votre SEO de manière tout à fait classique. Hein, donc plutôt intéressant. Vous consommez très peu de data pour l'internaute, particulièrement intéressant si vous êtes sur la cible jeune avec des forfaits mini. Vous ne payez pas la soumission, enfin vous n'avez pas de soumission Apple, vous n'êtes pas obligé d'attendre une semaine, que ça soit validé, vous dire est-ce qu'ils ne vont pas me refuser parce que je n'ai pas mis tel feature ou tel feature, etc. Non, terminé. Vous ne payez pas la commission au store. Fini les 30%, au revoir les 30%. Votre coût initial, en plus, il est moindre. Ça coûte moins cher à faire qu'une appli mobile. Ça coûte plus cher qu'un site mobile. Mais ça coûte beaucoup moins cher qu'une app. Et puis votre coût de maintenance, il est moindre. Donc, il me semble quand même que quand on a dit tout ça, bon bah, on se demande pourquoi on va encore faire des applis mobiles. Hein. Et puis là, ça y est, c'est enclenché. Donc je pense qu'en France, ça devrait là aussi s'enclencher, parce que là, il commence à y avoir vraiment du lourd qui passe à PWA. Hein. Ça, ce sont les toutes dernières références que Google a communiquées il y a 2 jours. C'est pour ça que j'ai rendu ma presse d'ailleurs un peu tard, parce que je voulais vous faire bénéficier de leur dernière communication. Voilà, eBay, bon ça c'est plus ancien. Uber, Trivago, Pinterest, Instagram, Starbucks, Tinder. Bon, ça commence à être des belles références.
Et ça, ce ne sont que les dernières, parce qu'il commence à en avoir pas mal des références dans le monde. Alors en France, il n'y a presque rien, mais on note quand même Air France, il y a aussi Air Berlin, leur PWA est assez top, avec un mode offline complet de toute l'information dont vous pourriez avoir besoin sans connexion Internet directement dans l'aéroport. Donc ça, c'est vraiment très bien. Tout ce qui est acteur du tourisme, acteur des événements, etc. Ça, c'est vraiment top. Et on commence à avoir pas mal de choses qui se passent de par le monde. Il y a une limitation quand même, qui est iOS. Aujourd'hui, ce n'est pas que votre PWA ne marchera pas sur iOS, c'est que toutes les fonctionnalités ne seront pas là. Mais à mon avis, plus pour très longtemps, parce qu'après beaucoup d'attentes, on voit que les service workers, alors j'ai clairement pas voulu être technique aujourd'hui, donc je ne suis pas rentrée dans le détail de comment on fait une PWA, etc., mais vous trouverez de la littérature sur le sujet sur Internet. Les service workers qui sont le cœur de PWA, sont en cours de développement. Ce qui manque encore, c'est cette couche-là, qui permet de terminer le travail et d'avoir vraiment le truc complètement fonctionnel. Et ça, c'est toujours en réflexion chez eux. Donc, quand, je ne sais pas, 6 mois, 8 mois, bon, en gros, le temps d'apprendre, de monter en compétence au niveau du dev, de faire des premiers tests, un POC, et de voir comment ça se passe et d'être prêt. Pour finir, je voulais quand même un peu ouvrir sur le futur, parce que là, je n'ai parlé que du téléphone portable, mais l'Internet des objets, il est partout. Et quand on parle d'Internet des objets, il y a un truc qui est arrivé récemment, c'est la montre. C'est un écran qui est beaucoup plus petit, mais si on regarde les specs, c'est marrant, c'est les mêmes que celle de l'iPhone de 2007. La même puissance. Et donc, fatalement, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur la rapidité, les coûts, ça s'applique aussi à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez être présent sur la Watch, c'est encore de l'applicatif en plus à rajouter au développement de votre appli mobile. Demain, on peut estimer qu'avec PWA, on arrivera là aussi à s'affranchir de ça. Et c'est vrai aussi pour les grands écrans. Tim Cook a dit une fois dans une keynote que pour lui, l'avenir de la télé, c'était les apps. Bon, sans doute. En tout cas, c'est l'OTT au sens large. Android TV, Apple TV, ce genre de choses. Mais pour moi, l'app, ce n'est pas forcément l'app compilé, ce qu'on appelait le client lourd en informatique dans les années 90, pour les plus anciens d'entre nous dans la salle, c'est là où on voit que je suis plus toute jeune. Du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, donc c'est pas forcément un client lourd avec une app que vous devez télécharger. Ça peut tout à fait être un applicatif de type PWA. Je ne vois absolument pas pourquoi ça ne serait pas possible. Pour moi, l'Internet en 2020, ça sera 70% mobile. Aujourd'hui, on est autour des 50%. Je pense qu'il y aura encore une accélération. Je pense que le desktop ne va pas disparaître, mais je pense qu'il va devenir minoritaire largement. Comme je pense que la presse ne va pas disparaître, qu'il y aura toujours des magazines, mais qu'il y en aura peut-être 5 à 6 fois moins qu'aujourd'hui. Et je pense que cet Internet mobile en 2020, il sera 80% pompe. Alors là, bon, si je reviens dans 3 ans, on pourra peut-être me sortir le goudron les plumes, peut-être que j'aurai tort. Mais j'espère que dans cette histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une suite logique à ce qu'on soit à ces 80% de pompe dans les 3 ans qui viennent. Je vous remercie. Si vous avez des questions, sachez que je serai demain matin à 9h au village. Les slides sont déjà en ligne sur mon compte Twitter @largo. Et vous avez ici mes coordonnées si vous souhaitez me contacter. Merci Virginie. Ça va avec vous ? J'ai pas le son. Ça. Écoute, c'était remarquable. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé ça remarquable. Est-ce que vous avez des questions pour Virginie ? Il y a plein de questions, on va essayer de... Bon, il y a plein de questions, ça va, c'est que je ne vous ai pas trop endormi alors pour cette fin de journée. Merci beaucoup, merci. J'ai moi-même choisi de me lancer dans un projet et de m'orienter vers le Progressive Web App, donc je suis super content de voir cette présentation. Et j'ai une question, toutefois c'est une confirmation pour moi parce que je ne suis pas très technique. Est-ce qu'on peut se limiter à une seule version d'un site et se dire, ok, je fais une Progressive Web App, ce sera responsive, valable toute plateforme, tout support? Effectivement, c'est un point que j'ai oublié une slide en fait sur la fin finalement. Pour moi, demain, les apps mobiles, je ne dis pas qu'il y en aura plus, je dis qu'il y en aura peu. Il y en aura certaines pour en fait l'équivalent de vos abonnés, vos fidèles ultra fans. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter son café tous les jours chez Starbucks, peut-être qu'il aura l'app.
Peut-être que pour des usages très particuliers, il y aura encore des apps. Mais pour moi, la majorité, ça sera de la PWA, qui sera la fusion du site mobile, de l'AMP et de l'app. Et donc, vous n'avez plus que 2 au lieu de 4. Vous avez une PWA et potentiellement une appli, mais est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? À mon avis, largement pas pour tout le monde. Et puis, vous avez un site desktop. By the way, vous vous débarrassez du responsive, qu'on nous a vendu comme le Graal, le truc pas cher, où ça allait aller très vite et où on sera moins emmerdé qu'avec un site mobile. La réalité, elle est quand même tout autre. Il faut se taper la recette sur l'ensemble des devices et des tailles, et c'est pas du tout aussi simple que ça, et ça pose en plus des problèmes du UX, de temps de chargement. Enfin bon, j'y reviens pas plus longuement. Mais, donc du coup, on n'a plus de responsive, on a un site desktop, et de l'autre côté, une PWA et potentiellement une appli pour un usage très particulier sur lequel on voudrait fidéliser. Même si, dans tout ce que je vous ai décrit, finalement, j'ai encore du mal, moi, aujourd'hui, à voir ce que pourrait être une app, mais peut-être qu'il y aura le retour de l'app avec des fonctionnalités géniales qui ne sont pas encore disponibles en PWA. Ça, on ne peut pas le savoir. On peut prendre d'autres questions si... Oui, vous l'avez. Je trouve, moi je vois 2 limites quand même là sur les PWA. On n'a pas du tout parlé des notifications. Pour moi, qui sont un des vrais plus. Enfin, si, ils étaient dans la liste. Ah d'accord, je suis passé Si, ils étaient dans la liste, il y a les notifications, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, en même temps, sur la question des notifications, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de passer par des systèmes de notification desktop et site mobile qui marchent aussi. Donc, ça devient moins... comment dire, un truc vraiment plus, sauf qu'il est plus facile de faire un opt-out des notifications desktop que des notifications type PWA ou applicatives. D'accord. Mais oui, pour moi, c'est le truc finalement indispensable. La présence sur le springboard du téléphone, sur l'écran d'accueil, parce que les gens y sont attachés, et les notifications pour les faire revenir. Pour moi, c'est vraiment 2 fonctionnalités. Il y a une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que dans tout ce que propose PWA, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez partir doucement. Si vous avez déjà un site mobile responsive, que vous commencez par mettre toutes vos pages de contenu en AMP, et ensuite vous pouvez intégrer doucement PWA au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand soir. Vous pouvez d'abord essayer de mettre l'icône d'écran d'accueil. Ensuite, vous pouvez mettre les notifications. Enfin, vous pouvez vraiment y aller par étapes. Eric, on a parlé des médias, je t'ai senti bouillir. Non, c'est une question un peu prospective, mais puisque on parle des applications, est-ce que vous pensez qu'à l'horizon de 2020, enfin vous avez partiellement répondu là, mais les applications pourraient totalement disparaître? Et est-ce qu'à ce moment-là, d'un point de vue après, plus tard, historique, on pourrait dire que les applications, finalement, ça a été un épiphénomène d'Internet qui aurait duré une grosse dizaine d'années, de 2008 à 2020? Oui, pour moi, c'est possible, mais en même temps, on reste sur de l'applicatif. C'est juste qu'on passe du client lourd au client léger. De la même manière, pour vous donner un exemple, avant Photoshop, vous l'installiez sur votre ordinateur. Aujourd'hui, c'est distribué via cloud. Et vous achetez un abonnement chaque mois et la mise à jour se fait automatiquement. Et bien, c'est l'équivalent. Avant, vous étiez obligé d'avoir un logiciel sur la machine, et puis aujourd'hui, qui vous prenait de la place, et puis vous ne faisiez pas toujours les mises à jour, etc. Et là, vous avez quelque chose qui est toujours à jour, en dernière version, avec une place minimale. J'ai droit à une autre question ou pas? Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. Non. Non, je crois qu'il y avait encore... Pardon, mais en fait, Virginie sera là demain matin. Il reste 1 minute 30. Et puis sinon, à la sortie. Vous pouvez voir. Pardon, Eric. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation. J'ai assisté à votre conférence l'année dernière et c'est intéressant de voir l'évolution de AMP et de PWA. Enfin, c'est super chouette. Merci. J'ai peut-être manqué quelque chose, mais du coup, en termes d'utilisateur final, une PWA, on la télécharge comment? Vous avez dit qu'il n'y avait pas de download? Non. Alors, vous faites une recherche sur Google, par exemple Financial Times, vous cliquez, et tout de suite, c'est la PWA. D'accord. Vous croyez, c'est comme un site mobile. La seule chose, c'est que vous allez avoir une expérience plein écran, beaucoup plus riche, comme une app, et en plus, vous allez avoir la proposition d'installer le raccourci sur l'écran d'accueil. Ce qui fait que non seulement vous ne téléchargez pas, mais en plus, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur l'écran d'accueil. Si vous venez qu'une fois, vous pouvez juste dire non, je veux pas, comme je veux pas l'inscription à la newsletter. Et puis au bout de 2-3 fois, finalement, vous direz tiens, finalement, ce site, j'y viens souvent. Et donc, hop, je vais l'installer. Ce qui en plus provoque des téléchargements de bien meilleure qualité. Et du coup, au niveau des notifications que vous pouvez recevoir derrière, déjà vous payez moins cher parce que vous n'envoyez pas des notifications dans le vent. Ça coûte de l'argent, ça ne rapporte pas forcément. Là, vous allez avoir peut-être une frange un peu plus petite, mais en tout cas beaucoup plus engagée.
Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vraiment remercier Virginie. On peut l'applaudir même, si vous avez encore un peu de force. Merci.